je me suis interrogé sur la place des Saxons de Transylvanie dans ce colloque, puisque jusqu'à présent, on ne parlait pas de Roumanie, d'autant que les Saxons de Transylvanie constituent un cas à part dont je voudrais parler maintenant. Donc je voudrais commencer cette intervention par le constat d'un grand paradoxe, d'un paradoxe de taille, en revenant sur ce jour de 5 août 1950, lorsque, à Stuttgart, des représentants des associations d'expulsés signent une charte, la charte des expulsés, Charta der Heimatvertriebenen, qu'ils vont donc proclamer solennellement le lendemain face à quelques milliers d'expulsés, dans laquelle, donc dans cette charte, ils proclament, vous connaissez peut-être ce texte, qu'ils renoncent dans un style très pathétique, ils renoncent à la vengeance et aux représailles, alors même qu'ils ont souffert plus que les autres. Wir verzichten auf Rache und Vergeltung, obwohl wir vom Leid dieser Zeit am schwersten betroffen wurden. Ja, ich fasse zusammen. Also ich zitiere 2 Sätze. On peut s'interroger bien évidemment sur la pertinence, la légitimité politique et morale de ce renoncement à la violence, mais ce n'est pas tant la raison pour laquelle j'évoque cette charte, c'est surtout parce qu'elle a été signée notamment par Erwin Tites, qui est le représentant des Saxons de Transylvanie en Allemagne. Il est à la tête de l'association, donc Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, qui va devenir ensuite Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen. Alors, pourquoi paradoxe ? Eh bien parce que à l'époque où il co-signe cette charte, eh bien, l'écrasante majorité des Saxons de Transylvanie se trouve toujours en Roumanie. Autant dire, les Saxons de Transylvanie n'ont pas été expulsés. Je voudrais donc évoquer quelques spécificités du cas donc, des Allemands de Roumanie. Le terme allemand de Roumanie, c'est un concept qui naît dans l'entre-deux-guerres. Auparavant, on ne parlait certainement pas des Allemands de Roumanie, on parlait plutôt, je lâche le micro, des Souabes du Banat, Banat à Schwaben, Siebenbürger Sachsen, des Saxons de Transylvanie, Satmar Schwaben, Bessarabien Deutschen, Dobrudscha Deutschen. Oui. Alors, que se passe-t-il? Donc, sachant que les Saxons sont protestants, les Banatais sont catholiques, que se passe-t-il à la fin que se passe-t-il pendant la Seconde Guerre mondiale? Des destins très différents, puisque la Transylvanie est coupée en deux. Ce qu'on appelle le nord de la Transylvanie, ici en pointillé, est rattaché en 1940 à la Hongrie, tandis que le reste de la Transylvanie reste en Roumanie, et tandis que, notamment la Moldavie, est rattachée à l'URSS. Donc ça veut dire concrètement que les Saxons de Transylvanie du Nord sont sous administration hongroise à partir de 1940 et vont subir donc un destin historique très différent selon la région dans laquelle ils se trouvent. Concrètement, les Allemands de la Bessarabie et de la Dobrudscha vont être déplacés par le régime nazi à partir de 1940 dans le cadre du programme Heim ins Reich. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de représentants des Dobrudscha Deutschen qui signent la charte de 1950, donc ils ne se considèrent pas comme Vertrieben, alors même qu'il s'agit d'une migration forcée. Les Saxons du nord de la Transylvanie vont être évacués, c'est le terme d'évacuation qui prime ici, puisque l'armée allemande a conçu un plan d'évacuation, donc à l'été 1944, pour que cette population germanophone échappe à l'armée rouge. Il n'y a pas de plan d'évacuation pour la Transylvanie du Sud et le Banat, ce qui signifie qu'on a quelques cas isolés de fuite. Fuite, contrairement à l'évacuation, c'est sans plan organisé, mais la majorité je dirais donc des Allemands de Transylvanie du Sud et du Banat restent sur place. Donc la constatation en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'il n'y a pas eu d'expulsion, il y a eu des fuites, mais relativement isolées. Par contre, ce qu'il y a eu, effectivement, c'est une évacuation de Transylvanie du Nord. Beaucoup ont tenté, une fois arrivés en Allemagne, de retourner en Transylvanie. Donc il y a eu des mouvements migratoires plus complexes qu'il n'y paraît.
Et puis surtout, en janvier 1945, comme Gwenola l'a rappelé, les Allemands de Roumanie, cette fois-ci considérés dans leur ensemble, font l'objet d'une mesure sur des bases ethniques qui est l'envoi dans des camps de travaux forcés en URSS, en majorité en Ukraine. Donc effectivement, d'ailleurs le terme qu'on utilise à l'époque c'est Zwangsverschleppung, Verschickung, Zwangsverschickung. Précisons que un fait aggravant dans le cas des Saxons de Transylvanie et des Souabe du Banat aussi, c'est que les Allemands, je me limite aux Saxons de Transylvanie, les Saxons qui se trouvent en Allemagne à la fin de la guerre, c'est partiellement des civils qui viennent du nord, mais c'est surtout, concernant la Transylvanie du Sud, des anciens soldats de la Waffen-SS, puisque la majorité des Allemands de Roumanie a servi dans les rangs de la Waffen-SS. C'est majoritairement des gens qui s'étaient déjà installés en Allemagne pendant le Troisième Reich, donc ce n'est pas un déplacement forcé. Et puis, ponctuellement, donc, c'est des personnes qui préfèrent quitter la Roumanie pendant les premières années du communisme. Alors je voudrais ici évoquer donc le discours des représentations politiques des Saxons de Transylvanie en Allemagne de l'Ouest concernant la sortie de guerre et en particulier la question de l'expulsion, donc qui fait l'objet d'un paradoxe de taille puisqu'il est question d'expulsion alors même que les Saxons n'ont pas été à proprement parler expulsés. Donc j'entends par discours une réglementation de la parole dans l'espace public qui détermine ce que l'on peut dire, ce que l'on doit dire dans des circonstances données, qui crée donc un objet. En l'occurrence, l'objet, c'est l'expulsion. Donc la signature par les représentants des Saxons de Transylvanie de cette charte des expulsés signifie l'adhésion à une communauté de mémoire. Cette adhésion à une communauté de mémoire, vous l'avez compris certainement, elle est motivée par des raisons très politiques. Les Saxons de Transylvanie réfugiés en Allemagne de l'Ouest ont des raisons opportunes d'adhérer au groupe des associations d'expulsés et de se manifester dans l'espace public pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que depuis 1949, sont en train d'être élaborées différentes lois qui doivent faciliter l'intégration des expulsés en Allemagne de l'Ouest et qui vont donc mener en 1952 à la Lastenausgleichgesetz, donc une loi qui dédommage les expulsés. En 1953, une Fremdrentengesetz, une loi qui attribue des retraites à ces mêmes expulsés. Bundesvertriebenengesetz, une loi qui détermine juridiquement le statut des expulsés. Donc les Saxons ont tout intérêt à faire partie de ce statut, à obtenir ce statut juridique d'expulsés. Une autre raison, c'est que pour participer à l'élaboration de ces lois, puisque beaucoup de représentants des expulsés sont dans l'équipe qui élabore ces lois, eh bien, il faut se manifester et notamment ne pas se laisser écraser par les grandes associations d'expulsés, en particulier la Sudetendeutsche Landsmannschaft, puisque les Saxons sont un tout petit nombre. À cette époque, on compte environ 30 000 Saxons en Allemagne de l'Ouest, tandis qu'on en a un petit peu moins de 200 000 en Roumanie communiste. Alors donc, pendant les années 50 et les années 60, la Landsmannschaft, donc l'association, va organiser différentes manifestations publiques pour ancrer ce discours sur l'expulsion et donc pour asseoir cette appartenance au groupe, à la communauté d'expulsion, disons. Par exemple, en 1950, a lieu en octobre une fête des 800 ans. Il y a 800 Jahresfeier, c'est une manifestation très politique organisée à Munich pour célébrer d'une façon très mythifiante les 800 ans d'histoire glorieuse des Saxons de Transylvanie en Allemagne, avec un motif qui va vraiment marquer, d'ailleurs
tu l'as évoqué, qui va marquer le discours public jusqu'à aujourd'hui, qui est la continuité historique des Saxons de Transylvanie, bien évidemment au détriment des ruptures historiques, notamment de la Seconde Guerre mondiale, et puis la déclinaison de cette histoire sous forme de mission et de performances civilisatrices. Die Kulturleistungen. Les Saxons de Transylvanie ont apporté le progrès dans ces pays barbares qui ne connaissaient pas encore la civilisation, etc. Donc c'est tout un discours finalement classique lorsqu'on étudie le colonialisme finalement. Peut-être puis-je vous montrer un autre exemple de manifestation publique pour ancrer ce discours sur l'expulsion. On voit ici, et ça me paraît tout à fait intéressant, un document d'une antenne régionale, l'antenne de Augsburg de la Landsmannschaft. Ce document, on le voit, comporte un texte à la marge à gauche qui est en fait presque une en-tête. Ça correspondrait presque à un tampon, à un logo, puisque ce texte est reproduit sur tous les documents administratifs de cette antenne. Et qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire des Saxons. Donc c'est évidemment la bonne histoire, celle qu'il faut ancrer, qu'il faut vraiment répéter constamment, toujours le même terme, toujours les mêmes mots. Et donc ici, on passe malheureusement la photocopie n'est pas très bonne, on passe des performances civilisatrices des Saxons à l'après-guerre. Donc ça correspond, ce blanc, ça correspond à la Seconde Guerre mondiale qui n'est pas évoquée. Et on passe directement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc je lis ce qui se passe ici. Der überwiegende Teil wurde von den überraschend vorstoßenden Sowjettruppen überrollt. Kaum ein Drittel traf in Österreich und Deutschland ein und vermehrt mit einer besonderen Nuance das Heer der Heimatvertriebenen. Donc, je ne sais pas si j'ai besoin de traduire. Pas besoin. Donc ici, on voit bien adhésion à une communauté historique, la communauté historique des expulsés, bien sûr, au détriment de toute vraisemblance historique. Cette saturation de l'espace public par ce discours historique est d'autant plus nécessaire qu'un fossé est en train de se créer à partir des années 50 entre les publications très politiques de la Landsmannschaft et les premières recherches historiques que l'on peut considérer comme plus ou moins scientifiques. Je veux parler notamment de cette Dokumentation der Vertreibung. Donc, je crois que c'est toi, Ségolène, qui a évoqué les travaux de Matthias Berg, qui sont très intéressants, qui ont montré que cette entreprise historique avait commencé sous des auspices extrêmement politiques et s'est progressivement est devenu progressivement plus scientifique. Donc le volume consacré à la Roumanie, qui paraît en 1957, confronte les expériences et les discours avec la réalité des chiffres. Je précise que la Landsmannschaft avait tenté d'exercer une influence sur les auteurs de ce volume consacré à la Roumanie en fournissant par exemple des témoignages falsifiés sur l'expérience de l'expulsion. On a des témoignages sur les falsifications. Pourtant donc, les historiens auteurs de ce volume ne se laissent, disons, pas tant influencés que pour les volumes précédents. Et donc, il est marqué noir sur blanc dans l'introduction de ce livre. Je cite. Hier habe ich das. Je cite donc. Es muss außerdem vor allem darauf aufmerksam gemacht werden, dass Rumänien nicht zu den im Potsdamer Abkommen von 1945 aufgeführten Vertreibungsländern gehört und eine eigentliche Vertreibung der Deutschen nicht stattgefunden hat. Donc ça, c'est évidemment une précision dès l'introduction qui est très dérangeante pour la politique de l'association des Saxons de Transylvanie en Allemagne. Donc l'association va essayer de couvrir un petit peu cette publication. Donc il va y avoir des comptes rendus très négatifs dans les publications officielles de la Landsmannschaft, et elle va couvrir cette publication en remettant une couche dans l'espace public précisément. J'ai pour exemple
la même année, en 1957, une cérémonie très politique organisée à Düsseldorf à l'occasion du parrainage de l'association des Saxons Transylvanie par le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie. Alors c'est intéressant, c'est très intéressant ce qui se passe là-bas parce qu'on a un renversement sémantique très fort qui avait déjà commencé quelques années plus tôt. Je reviens quelques années plus tôt. Vous vous souvenez donc, non, je crois que je ne l'ai pas cité, un des slogans très forts de cette charte des expulsés en 1950, c'est de proclamer das Recht auf Heimat, le droit à récupérer notre patrie perdue. Das Recht auf Heimat. Les dirigeants de l'association des Saxons de Transylvanie vont un petit peu jouer sur les mots et vont opérer un glissement sémantique tout à fait intéressant pour nous. Je veux citer ici Heinrich Zillig, qui est le président d'honneur de l'association, et qui va, lors d'une allocution en 1951, à Francfort, il est invité par une organisation des associations d'expulsés, il va associer à ce Recht auf Heimat un autre droit, selon lui, qui est das Recht auf Volkstum, c'est-à-dire le droit à revendiquer son appartenance ethnique, le droit à défendre notre groupe ethnique. Il reprend bien évidemment des catégories politiques qui se sont imposées depuis les années 30. Sous Hitler, donc, les Allemands de Transylvanie étaient devenus die Volksgruppe, die Deutsche Volksgruppe in Rumänien. Donc Volksgruppe, on traduit par groupe ethnique. Bien sûr, Zillig et les autres accompagnent ce droit à une appartenance ethnique d'un discours sur donc, les missions civilisatrices, le Mythos des Deutschen Osten und so weiter. Et en 1953-1954, l'association va produire un rapport très confidentiel qui va avoir des conséquences très importantes pour la suite, puisque l'association va définir comme priorité politique l'émigration groupée des Saxons restés en Roumanie vers l'Allemagne. Ça va devenir une priorité de l'association dans la mesure où elle peut influencer ce genre de choses, sachant qu'on est dans la situation très compliquée de la guerre froide. Et pourquoi ? Parce que dans ce rapport, donc, les auteurs constatent que les Saxons restés en Roumanie sont livrés à, je cite des termes, la décadence. Ils font l'objet d'une destruction de leur vie culturelle, d'une dissolution de leur communauté à cause des nombreux mariages mixtes. Donc ça reprend tout à fait l'idée du délitement que tu as évoqué tout à l'heure, même si ce délitement il est évoqué après la chute du mur. Ces Saxons de Transylvanie qui sont réduits à l'esclavage par le régime roumain, etc. Donc la proposition, c'est, et je cite encore, de les transplanter. Eine Verpflanzung. Donc on reconnaît ici un vocabulaire très völkisch, complètement dans la continuité de l'idéologie nationale-socialiste, qui considérait que la communauté du peuple allemand était composée de différentes souches, notamment la souche des Saxons de Transylvanie, Volksstamm. Donc on parle de destruction biologique, etc., etc. Vous vous en doutez, ces termes sont difficilement assumables dans l'espace public ouest-allemand, notamment à la fin des années 50. Substance biologique, ça devient difficile lorsqu'on veut obtenir le soutien de la CDU, CSU, quoique. Donc, en fait, à partir des années 60, on va remplacer en fait ces termes-là. On ne va pas les utiliser dans l'espace public. On va utiliser le terme de regroupement familial. Familienzusammenführung. Donc, quand on parle de Familienzusammenführung, en vérité, on veut dire sauvegarde de l'ethnicité des Saxons de Transylvanie. Un exemple, pendant cette cérémonie du parrainage de l'association en 1957, le président de l'association, Bruckner, il dit « Denen, die in der Heimat ihrer siebenbürgischen Ahnen geblieben sind, ist alles genommen worden, was einst ihre Leistung groß machte. Die Waffe, der geistige Raum und die wirtschaftliche Selbstständigkeit. » C'est-à-dire, ceux qui sont restés ne sont plus vraiment des Saxons, puisqu'ils ne se définissent plus par leur mission civilisatrice, etc. etc. Donc, la suite logique, c'est leur mission historique est terminée, il faut qu'ils rentrent. L'idée du retour, bien sûr,
de la repatriation est bien sûr tout à fait idéologique, hein, parce que les Saxons sont censés être dans le bassin des Carpates depuis 8 siècles. Autre glissement sémantique opéré notamment sous l'influence de Heinrich Zelig, donc le passage de Recht auf die Heimat, hein, notamment la parole scandée par les associations des Sudètes, à Recht auf eine Heimat, hein, le droit à une patrie. Et cette patrie, c'est bien sûr l'Allemagne. De très nombreuses occasions publiques sont créées pour rabattre, hein, pour répéter ce discours très 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 bien ficelé, notamment l'inauguration d'un mémorial des Saxons de Transylvanie à Dinkelsbühl en Bavière en 1967, où là encore il est bien sûr question de Familienzusammenführung, ça sera même le leitmotiv de cette inauguration. Ici, voici donc il s'agit d'un ensemble de stèles qui ressemblent à des tombeaux, où on évoque les différentes victimes saxonnes qui sont tombées entre 39 et 55. Donc ici le cadre chronologique est vraiment très très vaste, 39-55. Donc c'est à la fois les soldats de la Waffen-SS tombés sur le front, hein, an der Ostfront, an der Westfront, que les victimes des travaux forcés en Ukraine, etc., etc. Ou alors hinter Stacheldraht ici, hein, les prisonniers, les soldats prisonniers. Le texte, qui est ici inscrit sur une des stèles, Gedenke der deutschen Söhne und Töchter Siebenbürgens, die in 2 Weltkriegen und schweren Nachkriegsjahren ihr Leben ließen. Donc vous voyez ici qu'on va mettre dans le même pot beaucoup de parcours historiques extrêmement différents. Bien sûr, ce qui résume cette hétérogénéité, c'est la figure de la victime. Donc là, on rejoint tout à fait ce qui a été évoqué tout à l'heure. C'est un discours victimaire qui s'impose dans l'espace public sous l'initiative donc, de l'association Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen. Et ce discours victimaire permet de lisser un petit peu les contradictions créées par l'usage du terme de Vertreibung, qui bien sûr crée beaucoup de tensions. Je passe sous silence parce qu'on n'a pas le temps et ce n'est pas directement le sujet, le fait qu'il y a beaucoup de protestations de la part de Saxons de Transylvanie qui disent Vertrieben wurden wir nicht, et bien évidemment surtout hein, la grande majorité des Saxons qui est toujours en Roumanie qui disent vous rêvez, vous êtes sur la Lune, on est encore ici, hein, on est encore ici. Sauf que eux n'ont pas accès à l'espace public puisqu'ils sont dans un régime communiste où il n'existe pas de pluralité dans l'espace public. Donc ils sont de fait condamnés au silence. Je dirais, peut-être pour reprendre une idée que tu as évoquée tout à l'heure, tu parlais de, enfin je reformule, tu parlais finalement de loyauté familiale, de loyauté mémorielle au niveau familial. Ici se crée une sorte de loyauté mémorielle au niveau de la recomposition du groupe des Saxons de Transylvanie. Même si on n'a pas vécu l'expulsion, on adhère à cette construction discursive pour ne pas être traité d'empêcheur de tourner en rond, de Nespechmutzer. C'est d'ailleurs des stratégies sémantiques de ce type ne sont pas le monopole des Saxons de Transylvanie. Ici, j'ai un document que je dois à Florence Lelay qui avait écrit une thèse intéressante il y a quelques années. Ici, c'est un document qui concerne la Landsmannschaft des Silésiens, qui date de 1988 et qui, il me semble que c'est un faux pas politique très important, qui dévoile sa stratégie politique, sa stratégie sémantique. Normalement, ce type de document, on ne le publie bien évidemment pas, on l'applique, mais il reste confidentiel. Et ici, was man sagen soll, klare Begriffe sind notwendig. Je vais écrire, la photocopie n'est pas très lisible. Klare Begriffe sind notwendig. So soll es heißen, Heimat. So soll es nicht heißen. Alte Heimat, jetzige Heimat, neue Heimat. So soll es heißen Vertreibung, Massenvertreibung. So soll es nicht heißen Umsiedlung, Aussiedlung, Bevölkerungsverschiebung, Zwangsumsiedlung,
etc., etc. Donc ici, on voit que les stratégies sémantiques pour asseoir une représentation historique du passé dans l'espace public, eh bien, ce sont des stratégies, je dirais, classiques, dont on est plus habitué aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup des éléments de langage dans la politique aujourd'hui, mais voilà, ça s'applique déjà à l'époque de façon tout à fait intentionnelle. Je voudrais maintenant évoquer l'évolution après. Là, je sens que ça s'agite à côté de moi. 3-4 minutes, ok. 3-4 minutes pour évoquer un petit peu l'évolution depuis la chute du mur. Donc, comme Gwenola l'a rappelé, effectivement, c'est vraiment dans l'année 90 que la plupart des Saxons et des Souabes vont émigrer en Allemagne. Donc, plus de 100 000 Aussiedler, puisqu'on les appelle à cette époque les Aussiedler, rien que pour l'année 90. Et aujourd'hui, effectivement, il ne reste pas beaucoup de personnes qui s'identifient comme saxons ou comme souabes en Roumanie, mais il en reste quelques-uns. Et comme on l'a vu, effectivement, ça n'empêche pas que la culture germanophone est encore extrêmement présente et elle fait l'objet d'une réappropriation de la part des Roumains, des Hongrois, etc. Mais là n'est pas mon propos. Je voulais simplement évoquer les fortes tensions sémantiques qui continuent à exister depuis la réunification parmi les Saxons de Transylvanie, majoritairement en Allemagne de l'Ouest. Disons qu'aujourd'hui, le discours officiel de la Landsmannschaft, c'est de parler de Flucht und Evakuierung, ce qui me paraît effectivement plus conforme à la réalité. Flucht und Evakuierung, par exemple, à l'occasion des 60 ans de l'association, une brochure qui ne parle pas de Vertreibung, qui parle de Flucht, qui parle de Vertreibung, de Evakuierung. Donc, Evakuierung, c'est-à-dire pour les Transylvains du Nord, Flucht pour les Transylvains du Sud. Mais c'est intéressant qu'il ne parle pas du service dans les rangs de la Waffen-SS des soldats, qui dit simplement pudiquement le service de guerre. Donc on a encore beaucoup de zones d'ombre dans la narration publique. Mais l'usage de ces termes Evakuierung, Flucht ne s'est pas imposé de façon homogène. Je dirais qu'il y a encore une forte tentation à utiliser le mot Vertreibung. Je voudrais évoquer une publication soutenue par la Landsmannschaft qui date de 1995, où l'auteur Konrad Gündisch, un des auteurs, je dirais, qui écrit des choses relativement équilibrées sur l'histoire des Saxons, dit je ne sais plus, Vertrieben wurden die Sachsen nicht, mais étant donné ce qu'ils ont subi après la Seconde Guerre mondiale, et surtout pendant le régime communiste, on pourrait parler eine indirekte Vertreibung. Il dit eine indirekte Vertreibung. Donc on ne renonce pas complètement au terme de Vertreibung. Donc on utilise la Vertreibung comme métaphore. Je dirais que cette tentation, je pourrais même parler d'une sorte de force d'attraction sémantique autour du noyau Vertreibung, qui est alimenté par le Bund der Vertriebenen, qui lui, évidemment, continue à utiliser le mot Vertreibung et qui continue à intégrer les Saxons dans cette histoire-là. Alors, voici un monument qui a été inauguré à Nuremberg en 1999, qui parle donc des Vertriebene, et vous le voyez ici, enfin on ne le voit pas en fait, il y a une plaque avec les noms des différents groupes d'expulsés, et figure bien sûr les Saxons de Transylvanie. Donc c'est évidemment une initiative très très discutable. Peut-être pour terminer, j'utiliserai à nouveau l'image de l'aimant je dirais un semantisches Magnet, c'est-à-dire un autre terme possède une force d'attraction sémantique très forte, c'est le mot déportation. Le mot déportation, qui n'était pas utilisé pour parler de ces Allemands de Transylvanie envoyés aux travaux forcés à l'époque. À l'époque, on n'utilisait pas le mot déportation, on utilisait le mot de Verschleppung, Zwangsverschleppung. Le mot déportation, par exemple, est certes utilisé dans la Dokumentation der Vertreibung pour parler de ceux qui sont envoyés en Russie, mais pas dans les titres. Dans les titres, dans le sommaire, si vous regardez, il s'agit de Verschleppung. Donc,
ça veut dire que le mot déportation est utilisé, mais parmi d'autres, ce n'est pas celui qui prend le dessus. Il commence à prendre le dessus depuis la réunification allemande. Donc ici, l'affiche d'un colloque qui a eu lieu à Bucarest en 2002, avec une image sur laquelle on pourrait un petit peu discuter, effectivement, puisqu'elle évoque bien évidemment la déportation des Juifs qui précède leur destruction, hein, pas seulement l'envoi aux travaux forcés. Je vais m'arrêter là, je crois que je pourrais peut-être compléter dans la discussion. Merci à vous.